Bonjour à tous, merci de participer avec nous à cette session du parcours jeune dédié aux cardiopathies congénitales de l'adulte que j'ai le plaisir de modérer avec le docteur Sébastien Asquette, cardiologue interventionnel et cardiopédiatre à l'hôpital Marie-Lannelongue. Je suis Maëlys Venet, interne de cardiologie au CHU de Bordeaux, débutante en cardiologie pédiatrique et congénitale. Bonjour à tous, merci Maëlys pour cette introduction. Et nous avons le plaisir d'être aussi en direct avec les 4 orateurs du jour. Donc Sophie Guity-Malekzadeh-Milani, qui va nous parler des CIA. Et puis ensuite Victor Vadman pour tout ce qui est gestion des troubles du rythme. Iris Ma, et puis Clément Carcinti pour conclure cette session dédiée aux cardiopathies congénitales adultes. Ne perdez pas de temps, nous aurons la possibilité d'avoir des questions sur le chat et gardons-nous un petit peu de temps pour ces questions. Donc commençons tout de suite avec la première présentation de Sophie Guity-Malekzadeh-Milani de Necker sur une CIA à l'âge adulte, comment l'évaluer. Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler des critères d'évaluation d'une CIA en vue de sa fermeture. Je suis proctor pour la compagnie Abbott. Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser en vue de la fermeture d'une CIA. Quelle est son anatomie? Dois-je la fermer? Et comment la fermer? Il existe plusieurs types de CIA. Les CIA ostium secundum sont les plus fréquentes dans le site de la fosse ovale. Il y a les CIA ostium primum qui sont nettement plus rares et qui sont toujours chirurgicales. Et puis, il y a les CIA sinus venosus inférieurs et supérieurs associés, elles, à des retours veineux pulmonaires aberrants partiels. Voici les différents rebords de la CIA ostium secundum qu'il est important d'évaluer en vue de la fermeture. Les images échographie classiques qui nous aident à définir l'anatomie de la CIA sont la 4 cavités avec dilatation du cœur droit et mise en évidence d'une CIA centroseptale. La coupe sous-costale est importante pour définir les berges caves. Et pour terminer, la coupe avec le petit axe de la valve aortique permet d'évaluer les berges postérieures et rétro-aortiques. L'imagerie 3D permet chez des patients complexes de définir l'anatomie. Et ici, on voit que ce patient a 2 défects assez éloignés. Dois-je fermer une CIA? Chez les patients avec CIA et résistance vasculaire pulmonaire basse, ainsi que dilatation du cœur droit, il faut fermer les CIA. Et chez les patients plus complexes, Bogmarter a repris cette année-ci un algorithme qui permet de voir quelle est la stratégie à utiliser. S'il y a CIA et embole paradoxal, il faut fermer la CIA, même s'il n'y a pas de dilatation du cœur droit. En cas de dilatation du cœur droit, s'il y a des résistances vasculaires pulmonaires élevées, sont-elles associées à une maladie du cœur gauche? Dans ce cas-là, avant la fermeture, il faudra faire un test au ballon. S'il n'y a pas de maladie du cœur gauche associée et que les résistances sont entre 3 et 5, il faut fermer la CIA. Si les résistances sont supérieures à 5, il faut donner un traitement antihypertenseur pulmonaire quelques mois, puis réévaluer la situation. Si la situation est évaluée favorablement, il faut ensuite fermer la CIA. L'imagerie additionnelle est importante pour définir l'anatomie, mais aussi pour évaluer l'hémodynamique avec la dilatation du cœur droit, l'évaluation du QPQS et l'anatomie des veines pulmonaires. L'IRM permet, en calculant le débit aortique et le débit pulmonaire, de calculer un QPQS. Et le scanner permet de définir tant l'anatomie intracardiaque avec les berges de la CIA que l'anatomie extracardiaque avec l'anatomie des retours veineux pulmonaires. Ici, on voit une CIA sinus venosus supérieure et une CIA sinus venosus inférieure qui peut être assez difficile à diagnostiquer à l'échographie. Comment fermer la CIA? Le traitement percutané est le gold standard dans les CIA ostium secundum le plus fréquemment. Il devient un traitement intéressant dans certaines CIA sinus venosus supérieurs. La chirurgie reste d'application dans les CIA ostium primum, dans certaines CIA complexes et dans certaines CIA sinus venosus supérieurs. Les CIA ostium secundum avec berge cave inférieure déficiente posent un problème aux cathétériseurs parce que les résultats interventionnels
sont suboptimales et pour le moment, il y a un débat, ne faut-il pas envoyer ces patients à la chirurgie. Le traitement percutané des CIA se fait sous anesthésie générale ou sous sédation, guidage échographique transœsophagien ou transthoracique et calibration au ballon, oui ou non, en fonction de l'expérience du centre et du cathétériseur. La prothèse de CIA est une prothèse en métal à mémoire de forme, le nitinol. Elle est repositionnable et recapturable. Et vous voyez ici une animation 3D qui représente la fermeture percutanée de la CIA. L'échographie per procédure est importante pour évaluer quel type de prothèse de CIA nous mettrons, avec la coupe petit axe, la coupe bicavale et la coupe 4 chambres, associée à une reconstruction 3D per procédure. Bien sûr, lorsque la prothèse sera en place, l'échographie nous permettra de nous guider et de confirmer le bon positionnement de la prothèse. Il existe des complications de la fermeture percutanée qui nécessitent un suivi à long terme, en particulier dû à des possibles érosions cardiaques, même tardives, qui, rassurons-nous, restent très rares. La CIA sinus venosus peut être traitée par voie percutanée. Ici, vous voyez une reconstruction 3D de scanner d'une CIA sinus venosus qui met en évidence le drainage de la veine pulmonaire supérieure droite dans la veine cave supérieure. Chez ces patients, il faut faire de la planification avant la procédure avec une simulation ex vivo et un printing 3D du cœur pour vérifier qu'une fois un stent mis dans la veine cave supérieure, les veines pulmonaires resteront perméables. La simulation est ensuite reproduite in vivo avec mise en place d'un ballon qui confirme et qui permet de confirmer que les veines pulmonaires resteront perméables lorsque le stent couvert sera mis. Ici, le stent est en place et on voit à l'angiographie que les veines pulmonaires sont perméables. Il existe maintenant un peu de recul sur cette nouvelle technique et les patients réévalués à distance de la fermeture du sinus venosus ont un cœur droit qui diminue de volume. Le futur, c'est les prothèses biorésorbables et les prothèses fenestrées qui permettront de traiter des patients avec une hémodynamique limite. Le message à retenir, toutes les CIA larges sans hypertension pulmonaire doivent être fermées. Le gold standard de la fermeture de CIA ostium secundum est le traitement percutané. Et dans les sinus venosus supérieurs, le traitement percutané est une option et deviendra dans les années à venir le traitement de première ligne. Je vous remercie. Merci beaucoup Guity pour avoir réussi à nous résumer la prise en charge des CIA à l'âge adulte aussi brillamment et rapidement et synthétiquement. En particulier en insistant aussi sur la faisabilité désormais dans certains cas de la fermeture percutanée des CIA sinus venosus qui s'est développée depuis quelques années. Nous n'avons pas de questions de l'audition pour l'instant, mais j'avais une ou deux questions. La première, c'est s'il y a un trouble du rythme à l'âge adulte qui fait découvrir la CIA, par exemple de l'AFA ou une autre tachycardie, comment tu vas manager cette arythmie avant ou au moment de la fermeture ? J'en parlerai avec mon rythmologue interventionnel et ça tombe bien parce qu'il est dans notre session. Peut-être Victor, tu peux aussi ouvrir ton micro. Moi, je pense qu'on va d'abord l'explorer, que le rythmologue essaiera d'abord de traiter le trouble du rythme par voie percute, que si c'est un succès, on peut tenter de fermer par voie percutanée, que si c'est pas un succès, il faut réfléchir et que lui me dise quelle est la meilleure option pour le patient. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Victor ? En effet, c'est faisable de faire une ablation à gauche après fermeture d'une CIA, mais ça reste toujours plus complexe. Il faut qu'on trouve un peu de place sur le septum pour passer. On peut passer éventuellement à travers la prothèse, en dilatant au ballon, tout ça, mais ça devient un peu plus compliqué. Donc clairement, en effet, s'il y a une histoire d'arythmie atriale, il faut mieux explorer le patient et l'ablater. Si c'est un flotteur commun, ça ne nous gênera pas trop, mais en effet, si c'est de la fibrillation atriale ou une arythmie gauche, il faut vraiment y aller avant. En sachant qu'avec une CIA, parfois, on a un peu moins de support. Ça peut être aussi un peu plus technique si la CIA est large pour nous, aller faire le tour des veines, par exemple. Mais en tout cas, il n'y a pas tellement de doute. Il faut faire l'ablation avant de fermer la CIA. C'est une histoire de trouble du rythme atrial.
Merci beaucoup. Ma deuxième question, ça serait tu as parlé effectivement des recommandations ESC qui sont assez plus orientées sur le niveau de résistance, etc. Comment tu évalues une CIA avec HTAP avant d'indiquer ou non la fermeture ? D'abord, ils sont évalués à l'échographie, ils ont aussi une IRM, et puis nous, on fait un calcul de QPQS. Je ne sais pas s'il faut détailler, mais en gros, on calcule la VO2, on calcule les résistances à l'état de base, et puis on fait un test à l'O2NO, et on remesure les résistances. Et puis après, je pense que dans certains cas, ce qu'on ferait, nous, c'est qu'on les traiterait avec antihypertenseur pulmonaire pendant 6 mois, et on réévalue les choses, vraiment comme dans les guidelines. On fait ça. Et dans les guidelines, c'est apparu la notion de CIA fenestrée. Qu'est-ce que tu en penses ? J'étais assez surpris, il n'y a pas forcément beaucoup de preuves là-dessus. Quel est ton avis, toi, sur ce côté-là ? La première fois qu'on m'en a parlé, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée. Après, peut-être que dans les cas gris, là, où on ne sait pas trop si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, ça vaut la peine de tenter et puis de voir si on les améliore ou pas, quitte à, dans un second temps, fermer complètement la CIA et obturer le trou. Je me dis qu'en tout cas, sans doute qu'il faut essayer pour voir si ça donne de bons résultats. Merci beaucoup. Nous avons une question sur le chat par rapport au CIA de taille intermédiaire vers 30-40 ans. Il précise 4-8 mm. Quelle prise en charge conseillez-vous ? J'avoue que c'est pas moi qui décide qui aura une fermeture de CIA, mais dans mon service, en tout cas, les petites CIA de 4-5 mm, elles ne me sont pas envoyées. Je ne sais pas chez toi, Sébastien, mais nous, on ne ferme pas des toutes petites CIA. Non, il est rare que on ne va fermer une CIA que s'il y a une surcharge volumique des cavités droites, comme tu l'as très justement dit. Éventuellement, si on a un petit doute sur la dilatation, on peut compléter par une IRM pour un calcul du QPQS et voir s'il y a une dilatation ou pas. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est chez les patients assez âgés, avec une dysfonction diastolique du cœur gauche, on peut s'apercevoir que des CIA de plus petite taille, aux alentours de 10 mm, peuvent occasionner un shunt significatif alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant et peuvent justifier d'une fermeture, même tardivement. Mais s'il y a une dilatation ou s'il y a des critères de dilatation ou s'il y a évidemment thromboembolique, bien sûr. Ça, tout à fait. Là, c'est fermé. Nous allons enchaîner sur la vidéo suivante. Qui concerne les principes de la prise en charge d'une tétralogie de Fallot à l'âge adulte avec quelles indications pour la revalvulation par Irisma de cardiopédiatre à Tours. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Irisma, je suis chef de clinique en cardiologie pédiatrique et congénitale au CHU de Tours et je vais vous parler de la tétralogie de Fallot opérée dans l'enfance quand réintervenir à l'âge adulte. Donc c'est un sujet assez classique mais néanmoins très important, on va essayer de faire court et rapide. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Juste pour rappeler que je me suis basée bien sûr sur les recommandations ESC 2020 qui viennent de sortir sur la prise en charge des cardiopathies congénitales à l'âge adulte. Donc quelques rappels très brefs. Donc la tétralogie de Fallot, c'est 4 anomalies qui découlent toutes d'une même malformation embryologique, donc la bascule antérieure du septum conal qui va entraîner une sténose pulmonaire, une hypertrophie du ventricule droit, une CIV conale et une dextroposition de l'aorte qui va se retrouver à cheval sur le septum interventriculaire. La tétralogie de Fallot, elle est régulière dans ce cas-là, mais elle peut être irrégulière s'il y a d'autres anomalies, notamment une anomalie au niveau de l'anatomie coronaire, des branches pulmonaires ou des CIV multiples. La plupart du temps, la tétralogie de Fallot, elle est non syndromique. Elle peut rentrer dans le cadre d'un syndrome, notamment le syndrome de Di-George. Et à noter que la mortalité chez les patients atteints de tétralogie de Fallot, elle est 2 fois supérieure aux patients qui ont une CIA ou une CIV isolée. Donc, pour prendre en charge cette tétralogie de Fallot, les patients sont opérés dans l'enfance entre 4 et 6 mois avec une cure complète. Donc, le chirurgien va fermer la CIV avec un patch, réséquer l'infundibulum, élargir le tronc de l'artère pulmonaire avec un patch, et il va plus ou moins sectionner l'anneau pulmonaire en fonction de la taille. Si l'anneau est tout petit, il va être obligé de le sectionner pour élargir la voie droite. Donc à ce moment-là, quand réintervenir à l'âge adulte? En général, ça se passe très bien dans les premières années de vie, ils vont très bien, et puis arrivé à l'âge adulte jeune ou un peu plus tard, les complications apparaissent, et il va falloir potentiellement réintervenir. Donc tout d'abord au niveau de la voie droite, avec l'insuffisance pulmonaire ou l'obstacle résiduel de la voie droite, au niveau de l'infundibulum, de la valve pulmonaire ou parfois en aval au niveau des branches pulmonaires. Il peut y avoir une CIV résiduelle,
Il peut y avoir des complications aortiques avec la dilatation du culot aortique, plus ou moins une insuffisance aortique, une dysfonction VG ou VD. Les arythmies, la mort subite, j'en parlerai pas trop parce que les indications de réintervenir sont principalement donc, sur la mise en place d'un défibrillateur, c'est assez spécifique. Et enfin, l'endocardite infectieuse. Donc tout d'abord, on va commencer avec l'insuffisance pulmonaire et l'obstacle résiduel au niveau de la voie droite. Dans les recommandations, le remplacement valvulaire pulmonaire, il est recommandé donc chez les patients symptomatiques avec une fuite pulmonaire sévère et ou un obstacle résiduel de la voie droite au moins moyen. Et chez les patients chez qui il faut faire ce remplacement, il faut privilégier le cathétérisme cardiaque chez les patients qui ont une voie non native, c'est-à-dire une homogreffe, des conduits ou des tubes dans lesquels on va pouvoir aller mettre en place notre valve par voie percutanée. Ça, c'est chez les patients asymptomatiques. L'intervention doit être envisagée selon les critères suivants, que j'ai résumé ici donc dans une diapo très simple. Donc, chez les patients qui ont une insuffisance pulmonaire sévère et ou un obstacle au moins moyen, ils sont symptomatiques, on intervient et de préférence par voie percutanée s'ils ont une voie non native. Et par contre, s'ils sont asymptomatiques, on intervient si on a un des critères suivants, une diminution des capacités fonctionnelles, une dilatation du VD avec un volume télésystolique supérieur à 80 ml par mètre carré et ou télédiastolique supérieur à 160 ml mètre carré, ce qui a un petit peu changé par rapport aux dernières recommandations, et ou une insuffisance tricuspide moyenne. Ils peuvent avoir aussi une dysfonction VD ou un obstacle avec des PVD supérieurs à 80 mm de mercure. Lorsqu'il y a des sténoses distales des branches pulmonaires, elles doivent également être traitées, soit par chirurgie dans le même temps opératoire qu'une autre intervention chirurgicale, avec potentiellement la mise en place de stents péropératoires, ou bien par cathétérisme cardiaque dans l'idéal, si on peut en première intention. Après une intervention, il faut savoir que potentiellement, on peut avoir d'autres complications qui elles-mêmes amènent à faire des réinterventions. Par exemple, une compression coronaire après une valve percutanée, mais ce qui reste très rare. Maintenant, on fait un test au ballon pour implanter la valve percutanée et éviter cette compression coronaire. On fait bien sûr aussi un scanner avant pour bien visualiser l'anatomie s'il y a des calcifications importantes. S'il y a des fractures de stent dans le stent qu'on a mis auparavant, on peut être amené à réintervenir, soit par cathétérisme cardiaque pour réimpacter ce morceau de stent fracturé, ou parfois par chirurgie si on ne peut pas le faire par cathétérisme. Et enfin, bien sûr, l'endocardite infectieuse qui peut amener à une réintervention dont on parlera après. Concernant la CIV résiduelle, donc là, les recommandations préconisent de fermer la CIV résiduelle. Elle doit être envisagée chez les patients qui ont une CIV résiduelle avec une augmentation significative des cavités gauches ou chez les patients qui ont une chirurgie de la valve pulmonaire concomitante. Donc le schéma qui résume, une CIV résiduelle, dilatation du VG, oui, on intervient. Pas de dilatation du VG, on intervient que s'il y a une chirurgie de la valve pulmonaire concomitante. Concernant les complications aortiques, donc la dilatation aortique, donc là les recommandations disent que les indications ne diffèrent pas de la population générale. C'était basé sur une étude, une revue rétrospective américaine, donc avec 18 353 fallows admis entre 2000 et 2014. Donc les anévrismes de l'aorte ascendante dans cette population, ils sont fréquents, mais l'incidence de la dissection aortique reste faible. Les facteurs de risque associés à la dissection aortique dans cette étude, donc chez les patients fallows, c'était un âge supérieur à 60 ans, le sexe masculin et l'hypertension artérielle. Donc en fait, ces critères, les facteurs de risque sont les mêmes que dans la population générale. Donc si on traite les fallows de la même façon que la population générale alors qu'ils ont plus d'anévrismes, on risque de surtraiter ces patients. Donc en pratique, on a plutôt tendance à temporiser. Voilà. Pour l'insuffisance aortique, par contre, on suit les recommandations ESC sur les valvulopathies d'une prise en charge pour réintervenir. Concernant la dysfonction VG et VD, donc pour la dysfonction VG, s'il y a un champ palliatif persistant, il faut bien sûr réintervenir. Et s'il y a une CIV résiduelle insuffisance aortique, on en revient à ce qu'on disait juste avant. Concernant la dysfonction VD, de la même façon, s'il y a une fuite pulmonaire importante sur un obstacle de la voie droite, comme dans la première partie, on réintervient selon les mêmes critères. Et s'il y a une dilatation VD avec une insuffisance tricuspide significative, on réintervient selon les critères d'indication dans les valvulopathies. S'il y a une dysfonction biventriculaire, donc ça peut être secondaire à une cyanose chronique ou une protection myocardique inefficace au cours des chirurgies, à ce moment-là, ça va être difficile de réintervenir sur ce critère précis. Par contre, s'il y a un asynchronisme ventriculaire, il faut discuter bien sûr avec les rythmologues de la nécessité d'une resynchronisation. Et concernant l'atteinte coronaire, les patients fallows arrivés à l'âge adulte peuvent avoir bien sûr les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire et avoir une atteinte coronaire qui pourrait être amenée à réintervenir pour une coro par exemple. Enfin, l'endocardite infectieuse. Donc après la mise en place d'un matériel prothétique, les patients sont bien sûr à haut risque d'endocardite infectieuse. Ils vont avoir la nécessité d'une antibiprophylaxie pour les procédures dentaires et des règles classiques d'hygiène bucco-dentaire. Il faut se rappeler que la valve prothétique Mélodie, elle a un petit peu plus de risque d'endocardite infectieuse qui est décrit dans la littérature.
Et donc, on va devoir bien sûr réintervenir chez ces patients s'il y a une sténose ou une fuite importante secondaire à l'endocardite. Donc, en conclusion, donc là, c'est toutes les complications amenant à réintervenir chez un patient phallo à l'âge adulte, d'où l'importance de suivi de ces patients, donc au minimum annuel ou plus si bien sûr il y a des complications qui commencent à apparaître, et de préférence dans un centre de référence des cardiopathies congénitales à l'âge adulte. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Iris pour cette belle présentation extrêmement précise et détaillée. Nous n'avons pas encore de questions sur le chat. Pour ma part, j'aurais une petite question sur la revalvulation. Tu as parfaitement décliné les critères pour la revalvulation. Moi, ma question, ce serait par rapport aux patients asymptomatiques ou une dilatation conséquente du VD avec une IP libre. Est-ce qu'on attend un certain âge avant de les revalvuler? Est-ce que la tendance actuelle est plutôt à l'attendre vraiment de l'apparition des symptômes ou vraiment de les revalvuler le plus tôt possible dès qu'ils ont le poids, la taille suffisante pour être accessibles à une revalvulation percutanée? Vous m'entendez bien ou pas? Oui, très bien. Très bien. Oui, c'est bon. Donc, dans notre centre, peu importe s'ils sont asymptomatiques et qu'ils ont les critères, on les revalvule quand même. On ne se dit pas qu'on va attendre qu'ils ont des symptômes parce qu'il faut éviter quand même que le VD se dilate trop et qu'après, ce soit encore plus difficile. Potentiellement, ils pourraient récupérer un peu le VD si on revalvule assez tôt. Donc, c'est vrai que si on laisse traîner, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, non, en général, on n'attend pas les symptômes, on suit les critères de façon assez précise. Toujours pas de questions sur le chat, mais en tout cas, merci pour cette présentation très, très précise, très détaillée, basée sur les recommandations qui sont assez proactives, effectivement, comme tu l'as souligné. Et donc, nous allons pouvoir enchaîner avec Victor Waldman, qui va nous présenter la gestion des troubles du rythme chez les patients ayant une cardiopathie congénitale. En 7 minutes, un vrai challenge. Donc, bonjour à tous, je vais vous parler pour ma part de la prise en charge des troubles du rythme dans les cardiopathies congénitales. Je n'ai que quelques minutes, donc je vais axer ma présentation sur quelques points clés. Le premier, c'est évaluer la tolérance de ces arythmies. En effet, c'est des patients fragiles avec des hémodynamiques parfois précaires. Et je vous montre un exemple ici d'un patient avec transposition des grands vaisseaux et switch atrial, chez qui on induit un flotteur en salle de cathétérisme et qui va très rapidement se dégrader avec une dissociation électromécanique. Vous voyez ici la mesure invasive de pression artérielle, puis en fibrillation ventriculaire. Donc, ces hémodynamiques précaires et ces montages chirurgicaux parfois atypiques peuvent engendrer des tolérances très rapidement mauvaises de ces arythmies. Et donc, il est important d'avoir une prise en charge agressive et précoce de ces arythmies avec un seuil bas pour l'hospitalisation de ces patients. Cette hospitalisation sera également l'occasion de refaire un point complet sur la cardiopathie avec notamment un bilan hémodynamique qui peut révéler des lésions hémodynamiques à traiter au décours. Le deuxième point est la prise en charge de ces arythmies. En effet, on sait par expérience que les traitements pharmacologiques antiarythmiques marchent très peu et par ailleurs, ces patients sont exposés à plus d'effets secondaires que les patients non congénitaux. Et donc, l'ablation par cathéter s'est imposée comme une thérapeutique de première intention. Vous voyez ici les chiffres d'ablation réalisés à l'hôpital Pompidou depuis une quinzaine d'années, avec donc une augmentation importante en volume des ablations par cathéter. En parallèle de cette augmentation en volume, on a une amélioration significative des outcomes avec ici sur la droite représenté les succès aigus, avec comme vous pouvez le voir sur la dernière période de temps, plus de 90% de succès aigus. Alors pourquoi on s'améliore? Pour différentes raisons. On a premièrement bien sûr une expérience qui s'accumule, on connaît mieux ces pathologies, mais on a également des technologies nouvelles qui nous permettent d'améliorer ces résultats. On a par exemple des cathéters irrigués qui permettent d'avoir des lésions plus transspirales, plus profondes et plus durables. On a également des cathéters contacts qui nous permettent de monitorer le contact avec la paroi et donc d'avoir des lésions plus efficaces. Et on a maintenant des systèmes de mapping à haute densité et ultra haute densité qui permettent vraiment de mieux comprendre le circuit des arythmies et les mécanismes. On a de multiples challenges auxquels on est confronté, des anatomies complexes avec par exemple des occlusions veineuses ou des anomalies du retour veineux systémique comme une continuation azygos. On a également d'autres anatomies qui compliquent l'accès aux cavités cardiaques, comme une chirurgie de fond extracardiaque ou des switches atriaux. Mais on a maintenant des technologies qui permettent d'affronter ces cas en toute sécurité. Un exemple ici avec un patient qui a un switch atrial. Vous voyez ici le mustard reconstruit avec le système de cartographie en 3 dimensions. On peut fusionner ces images avec les images du scanner que vous voyez ici en transparence, l'oreillette sous-aortique. Et donc, on va pouvoir délimiter en blanc ici une zone d'intérêt pour réaliser cette ponction transseptale. Et donc, on va réaliser ensuite cette ponction. On peut même identifier maintenant l'aiguille de transseptale que vous voyez ici
en la branchant avec le système de cardiographie pour réaliser cette fonction de façon sécuritaire et en minimisant encore une fois les rayons. Un autre exemple rapidement, avec ici un patient avec un fronton extracardiaque. Vous voyez le tube ici au contact des cavités cardiaques en haut à gauche. On reconstruit ensuite ce tube extracardiaque en gris qu'on va fusionner avec les images du scanner en jaune. On réalise ensuite une angiographie pour visualiser ce tube et enfin la ponction que vous voyez sur la droite à travers le tube. Le plus souvent, il faut bien entendu réaliser une dilatation au ballon comme vous le voyez à gauche pour agrandir cette ponction et permettre de passer la gaine que vous allez voir sur l'image du milieu, cette gaine beige qui passe du tube extracardiaque aux cavités intracardiaques. Et ensuite, on pourra donc réaliser ce mapping à haute densité pour essayer de comprendre le circuit de l'arythmie et faire des tirs d'ablation efficaces. On a également d'autres solutions pour les cas encore plus complexes. On a par exemple parfois recours à des abords transhépatiques avec guidage échographique, comme vous le voyez sous la gauche, notamment chez les patients qui ont des occlusions de la veine cave inférieure ou des rétroazygos. On peut également faire des approches supérieures, comme vous le voyez sur l'image du milieu, par rapport à approche jugulaire ou sous-clavière. Et certains centres également disposent d'un système de guidage par robotique magnétique avec 2 gros aimants comme ça de part et d'autre du patient qui permettent de diriger un champ magnétique avec la souris, comme vous le voyez ici, et permettent donc de, à distance, manipuler le cathéter de façon très précise. Cette solution a des limites, mais apporte de vraies solutions dans certaines anatomies très complexes. J'aimerais enfin vous parler de quelques nouveautés dans la tétralogie de Fallot, notamment la première, qui est le rôle de la stimulation ventriculaire programmée avant valvulation pulmonaire. En effet, pour la première fois cette année, les recommandations européennes de 2020 ont introduit une section spécifique et recommandent désormais l'exploration plus ou moins ablation de tachycardie ventriculaire avant les valvulations pulmonaires chez les patients avec antécédent de TV soutenu. C'est un grade 2A. Pourquoi? Vous le savez, ces patients ont plusieurs isthmes par lesquels peuvent passer les arythmies ventriculaires, au nombre de 4 principaux, encadrés par l'anneau pulmonaire, la cicatrice de ventriculotomie, la voie pulmonaire et le patch de CIV. Et quand on met une prothèse en place, et ben la prothèse que vous voyez ici, par exemple percutanée, peut couvrir un isthme. Et donc là, on rapportait un cas d'ablation de tachycardie ventriculaire où on avait dû tirer dans la prothèse. Et donc l'intérêt de faire l'exploration avant l'ablation, c'est probablement que la valve peut couvrir un isthme critique potentiel. C'est également pour limiter le risque infectieux ou traumatique d'une ablation à travers la valve, également pour guider une ablation chirurgicale si l'ablation percutanée n'est pas suffisante. Donc la question qui va se poser ensuite, c'est est-ce qu'il faut explorer tous les patients avant une valvulation pulmonaire et pas seulement les patients avec antécédent d'arythmie ventriculaire soutenue? Les recommandations commencent à discuter ce scénario, mais il est encore un petit peu trop tôt et on est en train d'évaluer ces patients-là. Parce qu'en fait, il a été montré que certaines caractéristiques des isthmes sont associées à la survenue d'arythmie ventriculaire, notamment les vitesses de conduction dans les isthmes. Et par exemple, je vais vous montrer ici une image de ventricule droit. Vous voyez en violet les zones saines, en rouge les zones cicatricielles, ici la voie pulmonaire et au milieu le patch de CIV. Et donc, vous pouvez regarder la vitesse de propagation de l'influx électrique dans ces isthmes, et si la vitesse est très ralentie, éventuellement proposer une ablation prophylactique en se disant que des arythmies ventriculaires pourraient se développer dans ces isthmes. La dernière chose dont je voulais parler, c'est la stratification de risque rythmique chez les patients avec une tétralogie de Fallot. On a eu les premiers résultats cette année du registre DIT4F, le registre national qui inclut depuis environ 10 ans tous les patients en France avec un défibrillateur et une tétralogie de Fallot. 3 résultats principaux. Le premier, c'est des taux de thérapie très importants. 7% et 12% en prévention primaire et secondaire, mais au prix de complications très importantes, avec près de 9% de complications annuelles, notamment des chocs inappropriés, des dysfonctions de générateurs et des infections. Et ces résultats montrent bien qu'on doit faire mieux, on doit améliorer la stratification des patients pour améliorer la sélection des candidats. Et on a montré notamment que la fragmentation des QRS sera probablement le meilleur marqueur, en tout cas dans notre étude, était le marqueur qui est ressorti le plus significativement associé avec les thérapies appropriées, avec un hazard ratio à 3,5, et qui était donc plus discriminant que les critères actuels, qui sont les TVNS, les QRS larges, la stimulation ventriculaire et la dysfonction ventriculaire à gauche. Et donc, quand on associait la fragmentation des QRS avec ces critères usuels, on améliorait la discrimination des patients à haut risque et des patients à faible risque. Donc, en résumé, les arythmies sont une cause majeure de mortalité et morbidité chez les patients congénitaux et justifient une prise en charge agressive et précoce. L'ablation par cathéter est une option thérapeutique de première ligne. Et pour ce qui est de la tétralogie de Fallot, 2 nouveautés, si je puis dire. Premièrement, le rôle de la stimulation ventriculaire programmée avant la valvulation pulmonaire qui est désormais recommandée chez les patients avec antécédents de TV soutenu.
et la fragmentation des QRS qui aura probablement un rôle important à jouer dans l'amélioration de la stratification du risque rythmique chez ces patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Dr Waldman pour cette magnifique présentation. J'aurais pour ma part une question peut-être un peu naïve, mais vous avez précisé que les cardiopathies congénitales répondaient très mal au traitement antiarythmique et qu'on allait rapidement à l'ablation. Est-ce que dès un premier épisode peu symptomatique, ou en tout cas sans insuffisance cardiaque, un premier épisode d'arythmie supraventriculaire sur une cardiopathie congénitale, est-ce qu'on se donne quand même la chance du traitement anti-arythmique, ou est-ce que vraiment on va d'emblée en première intention à l'ablation? Ça dépend un peu de quel type d'arythmie, mais en tout cas pour toutes les arythmies organisées, donc flutter ou tachycardie atriale, nous on discute avec le patient, mais clairement on lui recommande dès le premier épisode qu'on programme une ablation, sauf si c'est un épisode qui n'a pas duré longtemps et qui a été vraiment asymptomatique, mais en tout cas une arythmie persistante, symptomatique, on n'hésitera pas une seconde, et même si elle est asymptomatique, on se posera quand même la question, parce que laisser une arythmie initialement asymptomatique longtemps chez ces patients, c'est le plus souvent, ça va finir le plus souvent par être symptomatique. Donc pour une arythmie organisée, en première intention, on choisit l'ablation. Pour la fibrillation atriale, je ne serais pas du tout aussi catégorique, les données sont encore très pauvres, donc on a quand même plutôt tendance à initier un traitement anti-arythmique. Après, si le patient est jeune, on ne va pas pour autant le mettre sous amiodarone pendant des années. Et donc, on lui propose éventuellement une ablation s'il n'a pas les oreillettes d'une taille vraiment trop importante. Mais pour la fibrillation atriale, il faut être moins catégorique. Le niveau de preuve est assez faible. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Victor. 2 questions pour toi. La première, c'est vu les complications potentielles du défibrillateur et les progrès de l'ablation, est-ce que pour les arythmies ventriculaires, dans quelle mesure on va pouvoir se contenter d'un geste d'ablation et éventuellement surseoir à l'indication d'un défibrillateur lorsqu'il y a des arythmies déjà présentes? C'est une très bonne question. Premièrement, ça dépend un peu du phénotype. Je pense là qu'on parle du fallow essentiellement, parce que quand on arrive sur des ablations ventriculaires dans des cardiopathies congénitales un peu moins homogènes, je pense que la question se pose moins. Mais pour le fallow, chez qui on a des arythmies ventriculaires qu'on commence à bien connaître et avec des résultats d'ablation plutôt bons, je pense qu'il est important de se poser la question. Je pense que ça dépend de plusieurs choses, notamment de l'endpoint qu'on va pouvoir avoir pendant la procédure. C'est-à-dire que si le patient on induit 6 tachycardies ventriculaires différentes, parfois très rapides, mal tolérées, là, je ne serais pas très serein. Maintenant, si le patient a 1 ou 2 tachycardies ventriculaires avec des fréquences pas extrêmes et surtout avec un endpoint clair, c'est-à-dire un isthme parfaitement bloqué et une stimulation ventriculaire négative en fin de procédure, je pense qu'en effet, c'est licite. Après, il faut, d'ailleurs, c'est proposé dans la recommandation, c'est du grade 2B, mais si vous êtes très content de votre ablation, vous pouvez en effet ne pas apporter de défibrillateur. Si on prend des données qui regardent des patients avec ablation de TV, des fallows à distance, on observe quand même des récidives et quelques morts subites. Donc, il faut être prudent et vraiment être sûr de ces endpoints. Mais c'est sûr que quand on voit le taux de complications, c'est une des pistes pour améliorer un peu le rapport bénéfice-risque. Et également, on pourrait parler également du défibrillateur sous-cutané qui pourrait être associé à un meilleur rapport bénéfice-risque chez ces patients, mais on n'a pas encore tout à fait les données pour le prouver. Il y a une autre question du chat qui est plus stratégique. C'est-à-dire que vu le degré de spécialisation que ça demande par rapport à ce que nous a montré en termes d'anatomie, de voie d'abord, de compréhension des mécanismes des arythmies, est-ce que pour toi, la rythmologie des cardiopathies congénitales de l'adulte peut se réaliser dans n'importe quel centre de rythmologie? Question du chat. Alors, je ne pense pas, pour une raison principale, c'est-à-dire que après, encore une fois, ça dépend un peu de la cardiopathie congénitale. Il y a des cardiopathies congénitales qui sont très rares et je pense que clairement, ça doit être dans un centre expert en cardiopathie congénitale. Et après, il y a d'autres cardiopathies qui sont un peu plus simples, comme la CIA, par exemple, où je pense la technicité est un peu moins importante. Mais en dehors de la technicité rythmologique, il y a également toute l'équipe qui va avec pour réévaluer le patient avant, après, et les discussions qu'on peut avoir avec les congénitalistes, les chirurgiens, les cathétériseurs, tout ça. Et je pense que rien ne remplace un peu le fait que tous ces acteurs soient au même endroit. Donc, je pense vraiment qu'il y a un bénéfice à garder ces patients dans des centres experts, au premier lieu pour justement cette pluralité de compétences. Merci beaucoup, et on rejoint complètement cette notion de centre intégré. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec cet aspect de prise en charge globale des patients, et ce qui rejoint finalement la dernière présentation.
Nous allons donc parler maintenant de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à l'âge adulte par le docteur Karsanti du CHU de Toulouse. Bonjour, je m'appelle Clément Karsanti, je suis PHU au CHU de Toulouse et je vais vous parler de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque dans les cardiopathies congénitales adultes. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. L'insuffisance cardiaque dans les cardiopathies congénitales est très fréquente puisque son incidence atteint près de 50%, que l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque a été multipliée par 2 en 10 ans. Et on sait qu'après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, la mortalité à 3 ans est de plus d'un tiers. Après 40 ans, la survie en cas d'hospitalisation, si le patient avait une insuffisance cardiaque, vous le voyez, est nettement diminuée par rapport à un patient qui n'a pas d'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque, de manière générale, est la première cause de décès chez ces patients. Alors, qui sont ces patients ? C'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a de l'insuffisance cardiaque systolique, du ventricule gauche systémique, mais également du ventricule droit systémique ou du ventricule sous-pulmonaire. Il y a bien sûr de l'insuffisance cardiaque diastolique et une entité à part qui est le failing fontan. Le tout sur des cardiopathies qui parfois ne sont pas encore réparées ou lorsqu'il y a des surcharges en volume, telles qu'une insuffisance cardiaque, une insuffisance pulmonaire chez un patient avec une tétralogie de Fallot réparée, ou des surcharges en pression comme une coarctation ou une recoarctation. La définition est donc assez complexe. On le voit, il y a beaucoup d'anatomie et de physiopathologie, mais il ne faut pas oublier que ça reste un syndrome clinique avec des signes de défaillance du ventricule systémique ou sous-pulmonaire. Néanmoins, parfois, les premiers signes peuvent être extracardiaques, comme par exemple de l'arythmie dans un VD systémique ou de la diarrhée dans une entéropathie exsudative d'une circulation de Fontan. De plus, ces patients sont régulièrement en stade NYHA1 ou en tout cas, ils sous-estiment leur diminution des capacités fonctionnelles puisqu'ils sont habitués, et ça fait longtemps, en général depuis l'enfance, qu'ils sont finalement un petit peu limités et donc qu'ils sous-estiment leur capacité fonctionnelle et leur stade fonctionnel surtout. Leur capacité fonctionnelle peut être bien sûr diminuée à cause d'une cause cardiaque, mais également d'autres causes telles que une limitation musculaire, respiratoire ou par exemple de l'anémie. Ainsi, un papier récent propose un algorithme de prise en charge de ces malades qu'on va rapidement détailler. Tout d'abord, grâce à de l'imagerie de pointe telle que du scanner, de l'IRM, de l'IRM4D ou des KT, qui donc, on le comprend bien, doivent être réalisés dans des centres experts, il faut rechercher une ou des lésions résiduelles qui peuvent être par exemple une dysfonction de la voie droite qui nécessitera une revalvulation percutanée ou chirurgicale, ou tout vice de montage dans un failing fontan qui peut parfois amener à un stenting, par exemple, comme on le voit ici. Il faut également rechercher des arythmies et les traiter, et également des cardiopathies acquises, puisque les patients vieillissent, telles qu'une coronaropathie. Ensuite, au cœur de cet algorithme, il y a le BNP LAVO2 qui, lorsqu'il s'élève ou que les capacités diminuent, en cas de ventricule droit systémique ou ventricule gauche, on traitera ces malades avec des médicaments qui se calquent sur l'insuffisance cardiaque acquise, même si les preuves sont très faibles. Il faut en particulier bien gérer la volémie. Ainsi, vous le voyez, cette méta-analyse sur le traitement médical des ventricules droits systémiques ne montre pas de bénéfice du traitement médical. Néanmoins, ses effectifs étaient faibles, le suivi assez court et les critères de jugement parfois imparfaits. De même, dans le failing fontan, une étude très récente dans Circulation en 2019 étudie un inhibiteur des phosphodierestérases et ne montre pas de bénéfice. On verra ce que donne l'étude française multicentrique qui a débuté. Dans l'algorithme, au tout début, il précise qu'il faut traiter les comorbidités et c'est simple et efficace, telles que de la carence martiale, une obésité, du diabète. Il faut y penser et il faut les rechercher et les traiter. On calque également sur les recommandations adultes et la resynchronisation chez ces malades est possible. Elle donne un meilleur résultat en cas de ventricule gauche systémique plutôt que le ventricule droit. Et parfois, ça nécessite bien sûr des abords épicardiques
par exemple en cas de ventricule unique ou de shunt résiduel. La réhabilitation est fondamentale puisqu'elle est bénéfique, quelle que soit la complexité de la cardiopathie, et safe, il n'y a pas de complications. Alors, que faire en cas d'insuffisance cardiaque réfractaire au traitement médical? Ça, c'est un algorithme un peu complet, mais il y a bien évidemment les assistances. On le voit, leurs outcomes sont moins bons lorsqu'on compare en rouge les non-congénitaux avec en bleu la courbe de survie des congénitaux. Celle-ci est moins bonne et on le voit à 1 an, la moitié des patients est vivant avec son assistance de longue durée, 1/3 sont décédés et 1/4 ont été greffés. Pourquoi? Il y a des challenges périopératoires, bien sûr, et post-opératoires. Et d'ailleurs, par exemple, on peut s'aider, comme cet exemple de printing 3D d'un ventricule droit systémique pour savoir où implanter la canule d'assistance de longue durée avec les bandelettes modératrices, tout ça pour essayer d'améliorer la survie de ces malades. La greffe est possible, le nombre de congénitaux greffés augmente, mais ça reste marginal. On le voit sur la courbe de survie en haut à gauche. Initialement, dans le premier mois, la survie est moins bonne. Par contre, on le voit, la courbe se croise et au long terme, la survie devient même meilleure. Pourquoi elle est moins bonne au début? Il y a des complexités techniques avec des temps d'ischémie de greffon qui sont plus longs. En effet, il y a eu beaucoup de chirurgie antérieure, des collatérales comme l'image qu'on voit de KT. Il y a du saignement post-opératoire, en particulier s'il y a de la cyanose, de l'HTAP. Et donc, ça fait qu'en fonction de la complexité et de ça, la greffe est compliquée et risquée. Et d'ailleurs, 2 études récentes montrent bien qu'elle doit être réalisée dans des centres qui ont l'habitude, experts, pour améliorer les résultats. Et il faut également penser à référer tôt les malades. Et il ne faut pas oublier les directives anticipées qui sont à proposer en routine, qui doivent être structurées. Communication est souvent le frein principal et c'est bénéfique pour les patients, mais également pour leur entourage. Et donc, pour conclure, voici cette diapo de conclusion. L'insuffisance cardiaque est la première cause de décès. Elle est parfois difficile à diagnostiquer chez ces patients qui sont très hétérogènes, qui ont une capacité fonctionnelle souvent diminuée de base. Il faut s'efforcer à rechercher des lésions résiduelles, traiter les comorbidités. On se calque sur les recommandations adultes pour le traitement médical, même si les preuves sont faibles. Il faut penser à resynchroniser parfois ces malades, à les réhabiliter et bien évidemment, en cas d'insuffisance cardiaque avancée, proposer une assistance circulatoire ou une transplantation dans un centre expert. Bien sûr, les directives anticipées sont à proposer. Tout ça dans un centre expert. Je vous remercie. Bonjour Clément, merci beaucoup pour cette présentation très complète. On a quelques questions là, sur le chat, notamment sur le plan thérapeutique et médicamenteux. On sait qu'il y a de nouveaux traitements de l'insuffisance cardiaque pour les cardiopathies acquises. Et donc là, la question porte sur la place de l'Entresto, notamment sur les VD systémiques, mais je rajouterai sur le reste des cardiopathies congénitales, vu qu'on sait qu'il y a peu d'études. Et pourquoi pas la place des anti-SGLT2 qui commencent aussi à avoir une place en insuffisance cardiaque. Est-ce que c'est encore beaucoup trop tôt pour les cardiopathies congénitales ou est-ce qu'on a quelques données? Alors bonjour, merci pour la question. Alors en effet, je n'ai pas détaillé parce qu'en 7 minutes c'était compliqué. L'Entresto, il y a pour l'instant peu de données, mais il y a quand même quelques petites séries avec une vingtaine de cas par-ci par-là qui étudient par exemple juste l'amélioration fonctionnelle. En particulier sur les VD systémiques, il y a pour l'instant vraiment trop peu de données. On a l'impression qu'il y a quelques malades qui sont quand même dans la pratique clinique améliorée. De là à dire que c'est révolutionnaire, clairement pas. Et je pense que comme les autres médicaments, on n'aura jamais la preuve formelle d'une efficacité, mais on va essayer, on va se calquer sur les recommandations adultes. Et bien évidemment, un malade qui a un VD systémique avec une dysfonction systolique sévère en traitement maximal, on essayera l'Entresto. On l'essayera, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve.
Merci, merci Clément. D'ailleurs, effectivement, pour essayer de répondre à ce gap in knowledge, la filiale de cardiopédiatrie a financé un travail proposé par l'équipe de Grenoble sur une étude multicentrique portant sur l'Entrexto dans les cardiopathies congénitales. Donc je pense que ça pourra peut-être apporter des réponses à ce niveau-là. Une autre question sur le côté médicamenteux, c'est comment expliquer que les vasodilatateurs pulmonaires d'un fuel ne fonctionnent pas. Est-ce que tu as des hypothèses ? Ce n'est pas une question facile. Alors déjà, si on regarde, il y a une tendance à ce que ça marche, mais ce n'est pas significatif, mais il y a l'air d'avoir une tendance. Après, je pense que le failing fontan, ou en tout cas le fontan qui ne marche pas parfaitement, c'est aussi un petit peu plus compliqué que juste une histoire de résistance vasculaire pulmonaire. Donc, juste vasodilater reste probablement insuffisant. Je n'ai pas une réponse absolue. Je ne sais pas d'ailleurs ce que toi t'en penses, Sébastien, mais ça reste complexe. Je pense qu'effectivement, c'est SV inhibition qui va peut-être nous aider à répondre, mais il n'y a pas que le barrage pulmonaire, il y a aussi le problème de la dysfonction diastolique du VU éventuellement qui peut être sous-estimé et qui n'est pas toujours facile à apprécier. Et ni à améliorer, puisque encore une fois, là c'est pareil, on n'a pas de médicaments pour améliorer la diastole. Peut-être j'espère qu'un jour, il y aura des médicaments de l'insuffisance cardiaque diastolique qu'on pourra tester chez ces patients, à la fois chez les patients congénitaux, dont les VU. Du coup, tu as une autre question aussi sur le chat qui porte, tu as parlé de la transplantation, tu as parlé de traitement médicamenteux, et au final, entre les deux, quelle place pour l'assistance ? Alors l'assistance, vraiment, chez les congénitaux, il y a beaucoup de littérature et finalement, en pratique, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est quand même assez rare, l'assistance des congénitaux, parce que alors que je pense que ça devrait se développer, on devrait y penser. Je pense qu'un des points fondamentaux, c'est de le référer assez tôt. Il faut que ces malades, ils n'arrivent pas en bout de course dans les centres experts pour évaluation, greffe, assistance. Je pense qu'on le sait chez les non-congénitaux, il ne faut pas les mettre trop tard, ces assistances. Donc, il faut, je pense, vraiment le discuter assez tôt. Alors après, c'est des malades souvent complexes, multi-opérés, et parfois, l'assistance, quand même, on ne va pas pouvoir le faire, mais au moins le discuter tôt, c'est indispensable. Et je pense qu'il y a une vraie place dans les 10 ans à venir pour les assistances des congénitaux, encore une fois, là, évidemment, dans des centres experts, et vraiment à discuter multidisciplinaire, parce que ça doit être fait par des chirurgiens congénitalistes, avec les chirurgiens qui ont l'habitude aussi d'implanter des assistances. Donc ça aussi, ça rajoute une complexité. Il faut travailler ensemble pour essayer d'améliorer ces malades. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous allons donc clôturer cette session. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants, et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.